projections des climatologues montrent qu'il va y avoir de plus en plus de jours de chaleur, de forte chaleur. Est-ce que ce sera tout l'été en continu ou pas ? Finalement, ça a peu d'importance. À un moment, l'été sera à risque presque en continu. Certaines personnes sont tellement sensibles que ça ne réduira pas du tout l'intensité des symptômes tant qu'il n'y a pas une prise de médicaments. On a pu établir que le risque accru de circulation locale dans plusieurs régions d'Europe était bien quelque chose qu'on pouvait formellement attribuer au changement climatique. On sait qu'en cas de forte chaleur, les personnes qui ont déjà des difficultés au niveau de la santé mentale, ça peut aggraver les symptômes. Bruxelles, plus 4 degrés. Bonjour à tous, bienvenue dans le 4e épisode de Bruxelles plus 4 degrés, votre podcast consacré aux effets du réchauffement climatique en région bruxelloise. Dans ce 4e numéro, nous allons nous concentrer sur la santé. Quelles sont les mesures qui ont déjà été prises ? Quelles sont celles que l'on pourrait prendre dans les années à venir ? Comment les autorités s'organiseraient-elles en cas de situation de crise, provoquée par exemple par une vague de chaleur, mais aussi les changements auxquels nous devons nous préparer, la multiplication des allergies, l'arrivée de maladies aujourd'hui cantonnées dans des zones tropicales. Merci de nous faire confiance et bonne écoute. Bruxelles, plus 4 degrés. Un podcast de Fabrice Grosfilet. Pour nous guider dans ces questions relatives à la santé, nous allons rencontrer le docteur David Erco. Depuis plus de 20 ans, il suit les politiques de santé publique, aussi bien en région bruxelloise qu'au niveau international. Il a par exemple travaillé pour l'UNICEF au Niger. Aujourd'hui, il est conseiller au sein de Vivalis. Vivalis, c'est le nouveau nom de la COCOM, Commission communautaire commune, l'organisme qui coordonne notamment la politique de santé en région bruxelloise. Vous avez par exemple beaucoup entendu parler de la COCOM au moment de la crise de la Covid-19. C'est elle qui mettait en place la vaccination ou coordonnait l'action dans les maisons de repos, par exemple. En cas de forte chaleur, Vivalis, l'ex-COCOM, serait donc appelé à intervenir. David Erco. Depuis 2003 et la première grosse vague de chaleur en Europe, il y a des plans qui ont été développés pour faire face aux événements climatiques, notamment de chaleur, parce que c'était ça en 2003, c'était la chaleur. Dans la phase d'avertissement, on va activer tous les canaux de communication pour avertir les gens sur les risques et comment se protéger des pics de chaleur. On va également, au niveau des communes, identifier les personnes à risque au domicile et leur proposer de l'aide, voir s'ils ont besoin de soutien pour qu'elles s'hydratent bien, qu'elles se protègent de la chaleur. Donc c'est beaucoup de communication et d'accompagnement des personnes. En phase vraiment d'alerte, on peut aller plus loin. On peut proposer des mesures pour les personnes qui sont fragiles, pour les mettre dans des lieux rafraîchis ou les amener dans des endroits plus frais, augmenter la communication. Donc, en fait, en fonction de l'évolution des situations, on pourra monter en puissance. Alors, au niveau de Vivalis, on s'occupe essentiellement de la communication. Ce sont les communes qui sont chargées de faire le suivi au niveau de la population au domicile. Alors après, dans les institutions, si vous prenez les maisons de repos par exemple, pour lesquelles la COCOM est également compétente à travers les SCARE, il y a une circulaire qui est mise à jour régulièrement avec des recommandations pour les responsables d'établissement sur les mesures à prendre pour prévenir les effets de la chaleur dans les maisons de repos, avec des obligations d'avoir des pièces fraîches par exemple, d'avoir du suivi rapproché, de distribuer plus d'eau. Donc vraiment de faire attention aux personnes fragiles pendant les périodes de forte chaleur. Si David Erco parle de l'année 2003, c'est parce que cette année-là, la canicule a entraîné 1230 décès supplémentaires à l'échelle du Royaume de Belgique. 3 ans plus tard, en 2006, l'Institut de santé publique en a dénombré un tout petit peu plus, 1236, pour les mêmes raisons. On parle de canicule quand les températures maximales dépassent les 25 degrés pendant 5 jours consécutifs, avec au moins 3 jours à 30 degrés. Il y a donc eu une canicule meurtrière en 2003 et 2 en 2006. Mais si on élargit l'observation à l'ensemble de l'été, pour ces 2 années-là, et pas seulement en période de canicule à proprement parler, on n'est plus à 1230 ou 1236 décès, mais à au moins 2000. Un avant-goût de ce qui pourrait nous attendre. Les projections des climatologues montrent qu'il va y avoir de plus en plus de jours de chaleur, de forte chaleur. Est-ce que ce sera tout l'été en continu ou pas ? Finalement, ça a peu d'importance. À un moment,
l'été sera à risque presque en continu. Et cette phase d'avertissement, il faudra la maintenir tout l'été. Ce sont des normes où on s'adapte petit à petit. Je pense que les villes du Sud, ils rigolent quand ils voient notre température seuil. Donc je pense que c'est quelque chose où la ville va s'adapter petit à petit à vivre avec plus de chaleur, à vivre avec les fenêtres fermées la journée, comme on fait dans le Sud. On le fera plus souvent chez nous. Et au niveau des autorités, il y a un suivi continu du nombre de décès, du nombre d'événements. Et les mesures sont adaptées, déjà maintenant, sont adaptées en continu en fonction des constats qui sont faits chaque année. C'est quelque chose qu'on surveille très fort depuis pas mal d'années maintenant, et on voit qu'il y a quand même une forte corrélation entre les pics de chaleur ou les pics d'ozone, ça va souvent ensemble, et une mortalité le lendemain ou les jours qui suivent. Alors, principalement des personnes âgées de plus de 85 ans, mais aussi des personnes de plus de 65 ans, des malades chroniques et malheureusement aussi des naissances prématurées ou des enfants morts-nés, un peu plus fréquents quand il y a un pic de chaleur. Comment affronter les fortes chaleurs ? Ce sera donc l'un des enjeux des étés du futur, avec les 3 phases du plan actuel, phase de vigilance de la mi-mai à la fin septembre, phase d'avertissement lorsque nous dépassons un certain niveau de température, pour faire simple, au moins à 25 degrés pendant 3 jours, et phase d'alerte déclenchée quand on dépasse les 28 degrés ou que les mesures prises en phase d'avertissement se révèlent insuffisantes. Chacune de ces phases entraîne des dispositions spécifiques à appliquer dans les communes ou les institutions de soins, par exemple. Pour les maisons de repos, c'est une circulaire d'Iriscare qui fixe la marche à suivre en région bruxelloise, chaque directeur ayant la responsabilité de sa mise en œuvre. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas pour les maisons de repos que le docteur Herco a le plus de crainte. Une pièce fraîche, si on parle des maisons de repos par exemple, c'est très efficace. Si on arrive à maintenir les personnes fragiles dans des endroits bien ventilés et avec une température en dessous de 30 degrés, en dessous de 27 degrés, on arrive à éviter la surmortalité liée au pic de chaleur. Donc moi, je n'ai pas tellement d'inquiétude par rapport aux maisons de repos, mais par contre, il y a énormément de personnes vulnérables qui ne sont pas en maison de repos, qui sont à domicile. Et là, elles n'ont pas de pièces fraîches. Donc là, je pense qu'il faudra à un moment imaginer par quartier des lieux frais à disposition des personnes qui vivent à domicile, et des personnes fragiles en particulier, une bibliothèque, le hall d'une maison communale, une salle de sport, qui seraient climatisées pour accueillir les personnes plus fragiles et qui vivent dans des logements qui ne sont pas adaptés à la chaleur. Parce que autant dans les pays du Sud, ils ont construit en fonction de la chaleur, autant à Bruxelles, et on le voit bien avec les études sur les îlots de chaleur, on a énormément de logements qui ne sont pas du tout adaptés aux vagues de chaleur. Et quand on dit augmentation en plus 4 degrés, comme vous l'avez constaté, tout le centre-ville, le croissant où les îlots de chaleur sont les plus forts, on va avoir des températures très élevées sous les toits. Et dans les étages qui sont exposés au sud ou au sud-ouest. On peut supporter 1 jour, 2 jours un peu trop chaud dans un appartement. Si ça dure qu'1 jour, ça devient vraiment difficile. On dort moins bien, on a des problèmes de santé mentale après ça, de décompression, on ne sait plus travailler, la concentration au travail diminue, donc ça a un vrai impact. Donc oui, ça va avoir un impact qu'on ne saura pas complètement maîtriser si on n'a pas une politique de rénovation de la ville, pas seulement pour éviter de devoir chauffer en hiver, mais il faut aussi penser la rénovation de la ville pour éviter la chaleur en été. À l'échelle de la Belgique, on pourrait avoir 60 000 hospitalisations par an liées aux vagues de chaleur. C'est énorme. Là où c'est un peu compliqué, c'est que d'habitude, l'été, les hôpitaux baissent la cadence pour permettre au personnel de se reposer, de prendre des congés en même temps que les enfants, et parce qu'ils ont beaucoup travaillé l'hiver. Donc là où il va falloir s'adapter, c'est qu'il va falloir plus de personnel en été que ce qui est disponible actuellement. Donc je pense que ça va nécessiter des réflexions sur l'organisation du système de santé pour être capable d'absorber. Donc en théorie, on le fait déjà en hiver, on pourra le faire en été, mais il va falloir adapter les services parce qu'on n'est pas habitué à accueillir tellement de gens en été. La phase d'alerte, ça autoriserait les autorités à faire quoi ou à dire quoi ? Ça autorise à déclencher la phase de crise, par exemple, et donc d'avoir une mobilisation des ressources nécessaires, la protection civile, la Croix-Rouge, l'armée, et de débloquer des moyens d'urgence aussi, peut-être pour augmenter le nombre de lieux rafraîchissants ou pour augmenter le nombre d'agents qui font le tour des quartiers.
Donc la phase d'alerte permet vraiment de mobiliser plus de moyens si nécessaire. Qui décide de la déclencher? Est-ce que c'est un pilotage régional, fédéral? Comment est-ce qu'on organise ça dans notre Belgique? Alors la gestion de crise est assez bien régulée. Donc si c'est dans un quartier, une commune, c'est le bourgmestre qui va déclencher la phase de crise. Si c'est à l'échelle de plusieurs communes de la région bruxelloise, ce sera la haut fonctionnaire et le ministre-président qui déclenchent la phase de crise régionale. Il se trouve qu'avec les vagues de chaleur, en général, c'est un problème sur toute la Belgique. Ça ne va pas se limiter à la région bruxelloise, donc probablement que ce sera une phase de crise fédérale et qu'à ce moment-là, c'est le ministre de l'Intérieur qui déclenche la gestion de crise et qui mobilise les moyens en coordination avec tous les ministres. Si on regarde ce qui s'est produit dans un passé récent, la phase d'avertissement a été déclenchée 4 fois pour la seule année 2022. La phase d'alerte, le niveau de mobilisation maximale, n'a été, elle, déclenchée qu'une seule fois, et c'était en août 2020. Bruxelles, plus 4 degrés. Les conséquences du réchauffement climatique ne se limiteront pas aux seules périodes de forte chaleur pendant l'été. Nous avons vu dans l'épisode 3 l'impact de ces changements sur la faune et la flore qui nous entourent. L'un de ces impacts concerne directement la santé de nombreux Bruxellois, c'est la prolifération des pollens. Nicolas Buffarts est expert en aérobiologie. Il travaille pour Sciences Anno, l'Institut de santé publique, et pour lui, c'est clair, avec le réchauffement climatique, il y aura de plus en plus de pollen. Le pollen, c'est vraiment une poussière qui est émise par les arbres. C'est une cellule qui a un rôle super important dans la fécondation des plantes. Et donc le rôle du pollen, c'est vraiment de transférer du matériel génétique et de le protéger jusqu'à la fleur femelle. C'est vraiment la seule mission du pollen. Le bouleau est considéré à juste titre comme l'arbre le plus allergisant en Belgique. C'est tout simplement parce que c'est l'arbre qui produit en quantité le plus de pollen par rapport aux autres espèces d'arbres. Donc tout est une question de quantité, et ces quantités, elles sont directement corrélées avec le risque d'allergie en fait. Plus il y a de pollen dans l'air, plus on est à risque de déclencher des symptômes, et donc les concentrations que nous aurons et qui sont les plus élevées sont celles spécifiquement du pollen de bouleau. Dans le cas des observations environnementales, on a la chance de mesurer à Bruxelles les taux de pollen depuis plus de 40 ans. Donc depuis 1982, c'est une des stations de surveillance des pollens les plus anciennes d'Europe. Et grâce à cette série temporelle de données, on peut mettre en évidence une tendance. Et cette tendance, elle n'est pas la même pour toutes les espèces de plantes. On peut prendre l'exemple du bouleau, qui est donc l'arbre le plus allergisant en Belgique. Le bouleau produit progressivement de plus en plus de pollen. Les stimuli météorologiques, et donc à large échelle climatique, ont un impact direct sur le cycle de production pollinique par les arbres. Et en effet, ces cycles ont tendance à être perturbés par le changement climatique. Alors toutes les espèces ne sont pas sensibles de la même manière à la pression climatique, mais on l'observe par exemple avec le chêne. Le chêne, ces dernières années, a commencé à produire des quantités astronomiques de pollen. On a eu des années records en 2022 et en 2020. Et le fait que ces 2 années records soient en plus espacées que de 2 ans montre à quel point le comportement des arbres change. C'est vraiment une réaction au stress climatique. Nicolas Buffarts, dans ses travaux à Sciences Anno, a identifié 2 moments clés, celui de la production du pollen et celui de sa dissémination. Dans les 2 cas, la chaleur va jouer un rôle multiplicateur. Il y aura plus de pollen produit et il se disséminera davantage. Le réchauffement sera donc un facteur aggravant pour tous ceux qui souffrent déjà d'allergies, mais aussi pour tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas encore concernés, mais qui pourraient l'être demain ou dans un futur proche. Parce qu'avec plus de pollen dans l'air, nous serons de plus en plus nombreux à y être sensibles. Une bonne nouvelle quand même, Sciences et l'Institut royal de météorologie sont désormais en capacité de prévoir un petit peu à l'avance les périodes les plus à risque. Depuis l'année passée, l'IRM a publié un nouveau système de forecast, un nouveau système de prévision des taux de pollen du bouleau et des graminées seulement jusqu'à présent. Ça va s'étoffer cette année avec l'aulne et le noisetier, et on espère d'autres espèces allergisantes dans les années à venir. Mais c'est un modèle qui est très utile parce qu'il permet de prédire le risque d'allergie jusqu'à 4 jours à l'avance,
en simulant simplement la phénologie des plantes, donc leur étape de développement avant de pouvoir disperser du pollen. Les prévisions sont affichées sous forme de carte avec une résolution jusqu'à 10 km². Et donc c'est relativement précis par rapport à notre exposition qui est vraiment faite à large échelle. Il faut imaginer vraiment des nuages de pollen qui sont occupés à voyager depuis toute l'Europe. Il n'y a pas de solution miracle. Le pollen est partout, que ce soit à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Si vous laissez vos fenêtres ouvertes, c'est une porte d'entrée pour ces allergènes dans votre environnement intérieur. Il y a même parfois des effets d'accumulation si vous n'aérez pas suffisamment le pollen le soir, lorsque les taux sont les plus bas, pour évacuer ces allergènes. Il y a des petits trucs et astuces qu'on peut bien donner, mais qui ne seront vraiment efficaces que s'ils sont combinés. Et encore, certaines personnes sont tellement sensibles que ça ne réduira pas du tout l'intensité des symptômes tant qu'il n'y a pas une prise de médicaments. Les pollens seront donc un problème de santé publique de plus en plus présent. Et ce n'est pas un détail. Si l'on considère l'ensemble des allergies, pollen, acariens, particules fines, l'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2050, dans 25 ans, la moitié de la population mondiale souffrira d'allergies. Autre inquiétude des professionnels de santé, l'arrivée possible de maladies que nous ne connaissons pas encore sous nos contrées. La modification du climat entraîne en effet une redistribution des zones épidémiques. C'est le cas par exemple pour le virus de Lassa, une fièvre hémorragique présente aujourd'hui dans l'ouest de l'Afrique. Simon Delicourt est chercheur qualifié au FNRS. Il travaille au service d'épidémiologie spatiale de l'ULB et il a publié avec d'autres scientifiques un article sur cette question dans la revue Nature. Alors je me permets de rapidement présenter ce virus qui est un virus zoonotique, donc c'est-à-dire qui se transmet par l'homme via le contact avec un réservoir animal. Alors le réservoir animal ici, c'est le rat du Natal, Mastomys natalensis si on utilise son nom scientifique, probablement des contacts avec des excréments du rongeur qui sont affectés. Alors juste pour donner quelques données, en fait, la plupart du temps, en fait, on estime que 80% donc, des infections mènent à des formes peu symptomatiques ou asymptomatiques. Et dans 20% des cas, on peut avoir des formes qui sont plus graves, avec des saignements buccaux, intestinaux, une diminution de la pression sanguine. On peut aussi avoir une perte de l'audition qui peut être constante. Et quand il y a hospitalisation, là, on a 80% de risque de décès. Alors, on estime qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'infections par an dans la région du Nigeria, ainsi qu'en Afrique de l'Ouest, dans les 3 pays qui ont aussi été impactés par la fièvre Ebola, donc Sierra Leone, Guinée et Libéria. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, au début, quand il y a eu l'épidémie d'Ebola de 2014-2016, on a suspecté au tout début, est-ce que ça pourrait être des cas de Lassa qui sont plus virulents. Et donc, c'est un virus qui n'est transmis que par contact avec le rongeur, mais pourtant, il y a des zones en Afrique où ce rongeur est présent et où le virus n'est pas présent. Et donc, une des hypothèses, c'est qu'il y a aussi des conditions environnementales qui limitent en fait la circulation du virus. Et donc, une des questions qu'on s'est posées, c'est étant donné le changement d'utilisation du sol et le changement climatique en cours, est-ce qu'on pourrait avoir une évolution de la zone écologique qui est propice à la circulation du Lassa? Et on a effectivement effectué des projections dans le futur, et selon certains scénarios. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans la plupart de ces scénarios, eh bien, la zone d'endémicité du virus du Lassa eh bien, en fait, va s'étendre vers l'est de l'Afrique. Et si on combine ça avec aussi une augmentation de la densité de population humaine et de la population humaine en général en Afrique, eh bien, d'ici 2070, on pourrait avoir 7 fois plus de personnes qui sont exposées à ce virus. Le virus de Lassa, qui s'étendrait à l'Afrique centrale puis à l'est du continent africain, ce sera donc une réalité des décennies à venir. À ce stade, il n'est pas prévu que ce virus de Lassa remonte vers le continent européen. Mais ce sera le cas d'autres maladies. Simon Delicourt. Ici, je vais parler d'une étude sur un virus qui est proche du chikungunya, c'est ce qu'on appelle aussi un arbovirus, donc ce sont cette famille de virus qui sont transmis par les moustiques. Et on s'est intéressé au virus du Nil occidental, qui est un virus qui est plutôt au sud de la Méditerranée, mais ces dernières années, on a pu constater une remontée de ce virus, notamment en Europe. Et ce qu'on a effectué comme étude, c'est quantifier l'impact du changement climatique en particulier sur l'émergence de ce virus dans nos régions. Alors, il ne circule pas encore localement en Belgique, mais on a pu établir que le risque accru de circulation locale
dans plusieurs régions d'Europe était bien quelque chose qu'on pouvait formellement attribuer au changement climatique. Des fois, on a déjà les moustiques qui sont capables de transmettre ce virus, mais les conditions climatiques ne permettent pas au virus de circuler de manière locale. À nouveau ici, ce qu'on va quantifier, c'est à quel point est-ce que nos régions sont écologiquement propices pour accueillir la circulation locale du virus. Pouvoir faire des estimations en termes de nombre de cas, c'est pour le moment pas possible. Par contre, ce qu'on peut estimer, et c'est quelque chose qu'on tente de faire par exemple avec le virus du Nil occidental, c'est l'augmentation du nombre de personnes qui vivent dans des zones où on pourrait avoir à terme une circulation locale du virus. Ce qu'on établit formellement, c'est que s'il n'y avait pas eu de changement climatique depuis le début du siècle passé, eh bien on n'aurait pas une augmentation de l'adéquation du territoire pour accueillir une circulation locale de ce virus en Europe. Ouais. Et pour l'instant, ce virus, il est plutôt dans le sud de l'Europe, il n'est pas encore en Belgique. Alors, on est surtout dans le nord de l'Italie, et plutôt dans la région des Carpates, et la région qui est un peu au nord des Carpates. Donc c'est pas exactement le sud de l'Europe, mais on n'a pas encore en Belgique une circulation locale de ce virus. Le virus du Nil occidental, déjà présent en Italie et dans le sud de la France, pour les 3/4 des personnes infectées, ce sera une infection asymptomatique. Mais pour 20 à 25% des patients, cela entraînera de la fièvre et des maux de tête. Et dans 1% des cas, des complications neurologiques qui pourraient aller jusqu'au décès. On doit adapter notre système de surveillance. On doit être en mesure de détecter presque d'une manière routinière en fait ce type d'infection parce que dans un futur proche, on pourrait tout à fait faire face à des infections qui sont acquises localement en Belgique et pas seulement avec des voyageurs qui reviennent infectés avec ce virus-là. Donc pour le moment, quand quelqu'un revient avec une infection du virus du Nil occidental, ce n'est pas une infection que la personne a attrapée sur le territoire belge. Donc on est déjà capable, en quelque sorte, de détecter que c'est ce virus-là, mais il faut être prêt à pouvoir aussi détecter des cas qui ont été acquis localement. Il y a des mesures du côté de Bruxelles Environnement. David Erco, conseiller à la politique de santé de Vivalis, le nouveau nom de la COCOM. Où il faut limiter la propagation du moustique en évitant l'eau là où les moustiques se reproduisent pour que les larves ne puissent pas se développer. Donc c'est l'eau stagnante par exemple ? L'eau stagnante, il faut éviter tout ce qui est eau stagnante. On peut éventuellement mettre des insecticides là où on a repéré des moustiques. Et du côté donc, de la santé, de Vivalis, et avec les médecins généralistes et les médecins hospitaliers, on doit effectivement former les médecins sur l'apparition de ce nouveau risque, comment il se présente, quels sont les symptômes et comment on les prend en charge. Et une fois qu'un patient est identifié comme potentiellement à risque, faire des prélèvements pour confirmer. Et une fois qu'on a confirmé, alors on repart vers Bruxelles Environnement pour, dans la zone où cette personne a été infectée, réduire le risque de transmission. C'est un des volets qu'on est en train de développer, effectivement, qui sont dans les choses à faire, c'est d'informer la population, mais probablement qu'on va travailler par zone, là où le moustique est présent, informer les riverains sur les risques et l'importance d'éviter l'eau stagnante et de consulter s'ils ont des symptômes. Mais c'est surtout, dans un premier temps, d'informer les médecins généralistes sur le fait que le risque est là et qu'ils doivent être vigilants à ces maladies émergentes. Le virus du Nil occidental, mais aussi le Zika, la dengue, le chikungunya ou encore des maladies parasitaires. Ce sont ce que les spécialistes appellent les maladies tropicales négligées, pour lesquelles l'Europe s'est longtemps crue à l'abri. Pour la plupart de ces maladies, il n'existe pas de vaccin ou de traitement. Si jusqu'à présent, nous n'en connaissions que des cas sporadiques dus à des retours de voyage, ces virus pourraient devenir demain, chez nous, des menaces importantes. La surveillance des moustiques est de ce point de vue-là un enjeu majeur. Nous avons commencé cet épisode en parlant de l'effet direct des vagues de chaleur. Nous avons ensuite évoqué l'essor des allergies, dues par exemple au pollen. Et nous venons d'envisager l'arrivée de maladies considérées comme tropicales. Nous aurions encore pu vous parler de l'éco-anxiété, par exemple, qui touche aujourd'hui près d'un jeune sur deux. Pour refermer cet épisode, je vous propose d'envisager encore un autre aspect du réchauffement, le rôle que la chaleur pourrait avoir sur la prise de médicaments. C'est David Erco de Vivalis qui souhaite attirer notre attention sur un phénomène qui n'a pas encore été, jusqu'à présent, très étudié. En cas de forte chaleur, on peut avoir des effets sur la prise de certains médicaments ou du fait que vous avez
plus de transpiration, vous allez avoir une distribution du médicament qui change et donc des effets augmentés ou diminués de certains médicaments et donc des effets sur l'efficacité des traitements. Et donc ça, c'est un risque également pour les malades chroniques en cas de forte chaleur. Il faudra bien l'adapter avec son médecin traitant, voir si le traitement est adapté ou pas. Au niveau de la santé mentale également, on sait qu'en cas de forte chaleur, les personnes qui ont déjà des difficultés au niveau de la santé mentale, ça peut aggraver les symptômes du fait de la chaleur. Et donc ça, il faudra également être vigilant par rapport à ces personnes-là. Là où on manque d'informations, c'est par rapport à l'effet des médicaments qui agissent sur le système nerveux, par exemple les antidépresseurs ou les antipsychotiques. On n'a pas encore assez de connaissances pour savoir l'impact de la chaleur sur l'efficacité du traitement pour les personnes qui sont en traitement pour dépression ou pour troubles de l'humeur. Il y aurait encore sans doute beaucoup de choses à dire sur l'impact que le réchauffement climatique aura sur notre santé. Vous l'avez entendu dans cet épisode, certains de ces impacts pourraient devenir concrets, très concrets, dès les prochaines années. Pour d'autres, cela prendra un petit peu plus de temps. Cela deviendra une réalité dans 30, 40, 50 ans. Je remercie David Erco, Simon Delicourt et Emmanuel Buffartz d'avoir accepté de partager leurs connaissances. Si vous découvrez ce podcast maintenant, je vous invite à aller écouter également les 3 premiers numéros de Bruxelles plus 4 degrés. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à nous envoyer vos commentaires. Et je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain épisode dans lequel nous parlerons d'ingénierie climatique, de climato-scepticisme et de gouvernance. À bientôt. Bruxelles plus 4 degrés. Un podcast de Fabrice Grosfilet.